Donc ce soir, il est question d'essayer de comprendre pourquoi dans les anciennes civilisations on attachait autant d'importance au fait de mesurer des cycles astronomiques. On sait que chez les Mayas, par exemple, on sait par des écrits qui ont été trouvés, que les Mayas avaient réussi à déterminer le cycle de Vénus avec une précision de quelques secondes. Le cycle de 584 jours, à travers toutes sortes d'observations et de comparaisons. Mais dans d'autres anciennes civilisations, chez les Égyptiens, on a des dessins où ils sont en train de tenir un fil à plomb en regardant des astres. Il y a une sorte de grille où on est en train d'essayer de déterminer le moment exact où un astre va passer au sud, passer au zénith, puisque le point le plus haut de son parcours, c'est lorsque l'astre passe au sud. Et si je peux mesurer le temps entre deux passages exacts au sud, eh ben, je vais avoir un cycle qui va être révélé. Et chez les Chinois, évidemment, énormément de temps a été passé pour essayer de déterminer précisément ces cycles. Alors pourquoi ça a tant d'importance? Évidemment, ce n'est pas lié au fait de mieux manger ou d'avoir plus de confort chez soi. Ça n'a rien à voir avec le monde matériel. Et cette préoccupation dans toutes les anciennes civilisations est clairement liée à des raisons du sacré, la tentative de comprendre le sens du monde dans lequel nous vivons. Et l'idée au fait qu'il y a un sens. Que si j'arrive à comprendre l'exactitude de ces cycles, je pourrais peut-être commencer à comprendre un sens derrière le cosmos. Donc du coup, si c'est comme ça, si je peux mieux comprendre ce qui se passe, ben ça vaut le coup de consacrer beaucoup de temps et d'efforts. Je ne vais pas ici parler des méthodes utilisées. Les Chinois ont construit des choses, des énormes sortes de cadrans. Les Mayas avec des trous dans les bâtiments, avec une grande précision. Et même les bâtisseurs de mégalithes avec le cairn de Gavrinis et ce rayon du soleil du solstice qui rentre comme ça et qui permet de mesurer exactement les cycles. Donc je ne vais pas parler ce soir des méthodes, mais je voudrais parler un peu des résultats de ces observations. C'est-à-dire qu'en déterminant avec précision ces cycles, certaines choses sont révélées. Et aujourd'hui, alors que nous disposons aujourd'hui de données incroyablement précises sur les cycles astronomiques, et que ces données incroyablement précises révèlent des éléments que nous ne comprenons pas, mais révèlent des éléments d'ordre céleste, eh bien, personne ne semble s'y intéresser. On ne parle pas grand monde. C'est comme si nous partions du principe qu'il n'y avait pas de sens, qu'il n'y avait pas de sens dans le cosmos. Comme si nous, ici sur Terre, de toute façon, on regarde les choses d'un point de vue particulier. On est loin du centre de la galaxie, enfin. Et comme si de là où nous sommes,
il n'y a pas de sens particulier. Et puis on va donner des chiffres avec plein de chiffres derrière le décimal, plein de chiffres derrière le point décimal. Et bon, c'est comme si on ne comprenait rien. Donc ce soir, je voudrais donner quelques éléments qui montrent clairement l'existence d'un ordre et de relations dans ces cycles. Pour commencer, j'ai déjà parlé dans une conversation qu'on a eue très récemment. Il a été question du nombre 273 et comment ce nombre est révélé à travers des cycles de la Lune, du Soleil, de la gestation humaine, qui est un autre cycle qui n'est pas astronomique, celui-ci. Mais comment ce nombre est révélé et que le point de base, c'est le cycle jour-nuit. Ça, c'est donc, je vous conseille de regarder cette petite conférence. Ce n'est pas exactement une conférence, mais une explication que je donne avant de poursuivre. Mais en tout cas, j'évoque comment le cycle jour-nuit, la rotation de la Terre et le fait de revenir par rapport à la position du Soleil, comment ce cycle est la base pour tout compter. À partir de ce cycle, on va tout compter. On va dire il faut tant de jours pour que Mars fait ceci ou que Vénus fait cela, etc. Donc tout va être donné en nombre de jours. Et ces jours, c'est ce qu'on appelle des jours tropiques, c'est-à-dire c'est le moment où la Terre va tourner et que le Soleil va revenir exactement au sud. Et le Soleil est au sud, puis la Terre tourne et le Soleil revient exactement au sud. Ce n'est pas la même chose que la rotation de la Terre à 360 degrés, puisque pendant que le Soleil, enfin la Terre tourne, c'est ça qui fait que le Soleil donne l'impression de bouger, mais la Terre tourne aussi autour du Soleil, ce qui fait que sa relation par rapport au Soleil combine deux mouvements, le mouvement de rotation et le mouvement de déplacement. Donc il y a une différence de durée entre le jour solaire et le jour stellaire, sidéral. Nous, on va considérer le jour solaire. C'est toujours ce jour-là qui est utilisé comme référence quand on donne les cycles des planètes en nombre de jours. C'est ce nombre de jours terrestres qui est donné. Et donc, c'est un cycle vu depuis la Terre. Vous comprenez? C'est-à-dire que la rotation de la Terre sur son axe, à 360 degrés, ce cycle, on peut dire que c'est objectif. C'est un cycle, on peut le regarder de n'importe où dans le système solaire. Le cycle, il sera toujours le même. C'est le temps que la Terre fait 360 degrés. Mais le cycle tropique, où je regarde quand le Soleil passe à midi, et c'est le phénomène jour-nuit, ce cycle-là est vu depuis la Terre. C'est un cycle relatif à une observation depuis la Terre. C'est pas la même chose que le cycle de rotation. Et ce cycle de jour, donc ce que je vais regarder d'abord, par exemple, c'est le cycle de Mars. Mars est une planète très importante, c'est la planète la plus proche de la Terre. Aujourd'hui, on parle beaucoup à l'idée d'y aller carrément, dans un vaisseau spatial, aller là-bas. Voilà, donc Mars a toujours été d'une très grande importance pour les gens sur Terre. Et donc, on va regarder, il faut dissocier, lorsqu'on regarde les cycles des planètes, il faut dissocier le cycle de rotation de la Terre. Donc, par exemple, si un soir, je regarde la position de Mars, je vais avoir l'impression que Mars se déplace comme ça sur les heures. Mais en fait, c'est la Terre qui tourne.
Mais si le lendemain soir, je le regarde exactement à la même heure, eh bien, je pourrais voir s'il a bougé par rapport à la veille. Et là, je verrai le mouvement propre de Mars. Je ne peux pas le regarder juste sur une soirée, il faut que je regarde à la même heure. À la même heure, je reviens, voilà. Et le moment le mieux pour le regarder, c'est quand Mars est en opposition au Soleil. Parce que quand Mars est proche du Soleil, je ne le vois pas bien. Alors que quand il est en opposition, c'est-à-dire que lorsque Mars passe au sud, le Soleil est au nord, c'est minuit. Okay? Donc, minuit solaire. Donc, cette opposition de Mars va être le point important pour le regarder. Et si je regarde donc Mars qui passe au sud à minuit, exactement au sud à minuit, et puis je compte le nombre de jours. Le lendemain, je vais regarder, il va à minuit, il ne sera pas exactement au sud, puisqu'il aura bougé avec son mouvement propre. Mais si je regarde et je compte le nombre de jours, jusqu'à ce que de nouveau, il revient exactement au sud, je vais devoir compter 780 jours. Alors, c'est 779,987, enfin, c'est presque exactement 780 jours. Et au bout de 780 jours, Mars reviendrait exactement en opposition par rapport au Soleil. Donc ce cycle est très important. C'est un cycle qui est connu depuis très longtemps. Et ce cycle, on va le retrouver, par exemple, dans le calendrier Maya. Les Mayas avaient une année sacrée de 260 jours, qui s'appelait le Tzolkin. 260, c'est exactement le tiers de 780. Oui. Et donc, on voit que à partir du moment qu'il fait un cycle qui fait le tiers du cycle de Mars, eh ben, il y a une relation avec ce nombre 780. Mais si on regarde le nombre lui-même, 780, eh ben, c'est 3 fois 260, comme je viens de dire. Mais 260, c'est 10 fois, c'est 20 fois 13. Okay? Donc 20, c'est 2 fois 10. Et 10, c'est 2 fois 5. Donc je vais avoir 3 fois 4 fois 5 fois 13. C'est ça? Faites vite le calcul. 780 jours, c'est une multiplication de nombres comme ça, de nombres entiers qui donnent ce nombre exact. Je crois que c'est ça. 3 fois 4 fois 5 fois 13. Donc ce fait-là, évidemment, dans une sorte de caractère, il y a comme un ordre là. Il y a un rythme, quelque chose qui est lié à des nombres simples quand ils sont multipliés, donc il y a des cycles qui s'imbriquent. On pourrait faire 390 cycles de 2 jours, ou 2 cycles de 390 jours, ou on peut faire 3 cycles de 260 jours, comme les Mayas, ou on pourrait faire 5 cycles de 78 fois 2, 156 jours. Vous comprenez? C'est ces nombres qui se divisent, donc il y a une harmonie dans cette affaire. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et les Mayas avaient mis ça comme le cœur de leur système calendaire, avec leur système de 260 jours. Et donc, ces 260 jours étaient divisés en 20 cycles de 13 jours.
20 mois, au fait. Ils avaient comme un sorte de mois de 13 jours, et 20 mois composaient ce cycle. Et 21 mois, 21 fois 13, faisaient 273 jours. Et 273, c'était le sujet de cette petite conférence que j'ai faite pour parler de la Lune, du Soleil et de la gestation humaine. La gestation humaine, 273 jours. Et donc, on voit comment ce cycle de 13 jours chez les Mayas qui dérive du cycle de Mars, puisque 60 fois 13, attends, que je ne dise pas, 60 fois 13, ça fait 780. Voilà. Donc, on voit que 21 fois 13, c'est la gestation humaine. Et là, on commence à percevoir une harmonie, quelque chose qui est derrière ces nombres. Et ces nombres sont révélés par des cycles. Alors, je voudrais donner un autre exemple. La prochaine planète en termes de distance, c'est Vénus. Et Vénus qui a toujours été le symbole de la beauté, de l'harmonie, perçu comme féminin. Et le cycle je l'ai évoqué au début, le cycle de Vénus, c'est 584 jours. Donc pour que Vénus revienne au même endroit, alors là, ça ne va pas être en opposition au Soleil, parce que Vénus est entre nous et le Soleil. Mars peut être en opposition au Soleil parce que la Terre se trouve entre le Soleil et Mars. Mars est plus loin du Soleil que nous, donc il peut passer derrière, il peut être en opposition. Mais Vénus, ce n'est pas possible. Je ne peux pas regarder Vénus en opposition au Soleil parce que Vénus est plus proche du Soleil, donc il ne va jamais derrière la Terre. Il va entre la Terre et le Soleil. Il va derrière le Soleil quand il passe de l'autre côté, mais jamais Vénus va passer derrière la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on va donner comme point de référence pour Vénus? On peut donner sa conjonction solaire, mais c'est plutôt dur à observer puisque tu as le Soleil en face. Et donc, c'est plutôt difficile. Donc, ce qu'on va chercher à observer, c'est ce qu'on appelle son élongation maximale. Vénus ne va jamais derrière la Terre, mais elle s'éloigne jusqu'à un point, et puis après, elle va faire demi-tour et elle va se rapprocher du Soleil. Au fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'orbite de Vénus comme ça qui tourne, mais vu de là où on le voit faire comme ça. Donc il va d'un côté du Soleil, puis il revient, il va de l'autre côté du Soleil, il revient. Au fait, c'est son mouvement circulaire qu'on voit sur la tranche. Et donc, quand il est à son élongation maximale, quand il est le plus éloigné du Soleil, c'est ça qu'on va donner comme point de référence. Okay? Et au passage, cette élongation maximale correspond à peu près 46 degrés. C'est le point où Vénus va être le plus éloigné dans le ciel, quand il va être à 46 degrés environ du Soleil dans le ciel. Donc on va regarder ça et on va voir combien de temps Vénus va mettre pour aller de l'autre côté du Soleil et revenir. Et là, on va compter 584 jours. De nouveau, c'est très très proche du nombre entier. C'est 483,98 ou quelque chose. C'est très très proche. Donc 584 jours, c'est vraiment un nombre qu'on peut utiliser. C'est pas tout à fait exact, mais presque. Voilà. Et ce nombre 584 jours a une très grande particularité. Quand on va compter ces 584 jours, et pour les terriens qui comptent ces 584 jours, ça va avoir une particularité. Pourquoi? Parce que si on multiplie 584 par 5, ou on le multiplie par 10 et puis on divise par 2, mais si on le multiplie par 5, ça nous donne, alors c'est combien?
2920 jours. 584 fois 5, 2920 jours. Et puis ensuite, si on divise ça par 8, 2920 divisé par 8, ça fait 365. 365, alors là, tout le monde le sait, s'il y a un chiffre de cycle astronomique que les gens connaissent, c'est bien celui-ci, 365, le nombre de jours dans l'année. Et donc, là, il y a comme une particularité, une relation dans le rapport de 5 à 8 entre le cycle d'observation de Vénus et de la Terre. 5 à 8. Et c'est exact. 365, exactement. Donc ça, c'est quelque chose. Surtout que 5 à 8, pour ceux qui ont suivi d'autres conférences que j'ai faites, 5 à 8 sont deux nombres de la série de Fibonacci. Ce cycle est au nombre d'or, 1, 2, 3, 5, 8. 5, c'est 2 plus 3, et 8, c'est 5 plus 3. Et donc ce rapport, c'est un rapport harmonieux, 5 à 8, et c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement frappant. Par contre, il s'agit de 365 jours, et non pas 365,2422, qui est le nombre de jours précis dans l'année solaire. C'est le nombre 365, un nombre entier. Et alors là, c'est très intéressant d'observer le fait que certaines anciennes civilisations observaient une année de 365 jours. Ils n'introduisaient pas des années bissextiles, notamment les Mayas. Le cycle appelé Hab, chez les Mayas, H-A-A-B, Hab, c'est le cycle de 365 jours. Et à aucun moment, les Mayas vont introduire un quart de jour comme pour les années bissextiles. Alors évidemment, les mauvaises langues diraient « bah oui, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas remarqué. » Mais dans la mesure où cette même civilisation avait calculé le cycle de Vénus à quelques secondes près, c'est évident qu'ils savaient que le cycle solaire de la Terre était 365 écarts approximativement. C'est évident qu'ils le savaient. Mais ils ne suivaient pas ce cycle. Ils suivaient le cycle de 365 jours. Mais on trouve la même chose chez les Égyptiens. Il y a un texte qui parle de l'intronition du pharaon, qui dit que le pharaon devait jurer de garder l'année à 365 jours et de ne jamais introduire d'année bissextile. C'est quelque chose de très intéressant. Ça montre la différence entre ces anciennes civilisations qui étaient, eux, liés au cycle cosmique, et nous, qui sommes liés à l'organisation pratique, voilà. Notre façon de faire le calendrier, c'est pour être pratique. Ce n'est pas du tout la considération de ces anciennes civilisations. Et donc, en maintenant un cycle de 365 jours, eh ben, on restait en relation avec Vénus, au fait. Les Égyptiens allaient même plus loin, parce que, au fait, en suivant un cycle de 365 jours, forcément, leur calendrier se décalait chaque année d'un quart de jour. Et tous les 4 ans, il se décalait d'un jour. Et tous les 8 ans, il se décalait de 2 jours, etc. Et au bout de 1460 ans, ça recalait par rapport à la date d'origine. Eh bien, figurez-vous que les Égyptiens le fêtaient. Ils avaient une fête qui avait lieu tous les 1460 ans.
pour fêter le retour du calendrier de 365 jours avec le point de départ d'origine lié à l'année solaire. Et le temple de Dendera, c'est inscrit dans les murs du temple. Dans le temple de Dendera, on a intronisé, on a conçu ce temple pour correspondre avec l'arrivée de cette fête qui a lieu tous les 1460 ans. Et donc c'est inscrit dans les murs plus de 200 ans, 250 ans avant. On a posé la première pierre à telle date, on a fait telle chose à telle date, telle chose à telle date, et tout était fait pour que le temple soit prêt pour cette fête qui avait lieu tous les 1460 ans. Donc, vous voyez, les gens préparaient une fête auquel ils n'allaient pas du tout assister. Donc ça laisse réfléchir. Mais je voudrais dire quelque chose d'autre par rapport au cycle de Vénus. Je parlais de l'élongation maximale de Vénus, donc le moment où c'est le plus loin du Soleil. Et puis forcément, après, Vénus va s'approcher du Soleil, va arriver, alors ou devant ou derrière, mais enfin, si ça vient de ce côté-ci, le Soleil étant ici, il va passer devant le Soleil. Et puis, il va aller de l'autre côté. Alors, quand il est de ce côté-ci, on le voit le soir. Le Soleil se couche, et c'est ce qu'on appelle l'étoile du berger. C'est Vénus le soir, on le voit briller le soir après le coucher de soleil. C'est parce qu'il est de ce côté-ci du soleil. Puis après, il va s'approcher, il va passer devant le soleil. Il ne va pas être visible à ce moment-là, on ne pourra pas le voir. Puis il va passer, et à un moment donné, on le verra avant le lever du soleil. Avant que le soleil se lève, on verra Vénus apparaître dans le ciel. Puisqu'il est passé de l'autre côté du soleil, au lieu de le voir après le coucher, on le voit avant le lever. Et là, il va s'éloigner de nouveau du soleil de l'autre côté. Mais le matin. Et donc, au début, on le verra juste avant le lever du soleil, puis progressivement, on le verra 1 heure avant le lever du soleil, 2 heures avant le lever du soleil, 3 heures avant le lever du soleil, jusqu'à ce qu'il arrive à son élongation maximale, de 46 degrés, de l'autre côté, avant le lever du soleil. Oui. Et après, il va se rapprocher de nouveau du soleil, et puis passer derrière et aller dans l'élongation. Mais dans un sens, il va aller avec le soleil, donc son mouvement va aller dans le même sens. Donc le soleil qui se déplace comme ça, si Vénus se déplace comme ça, il court après le soleil, en quelque sorte. Donc il met beaucoup plus de temps, vu de la Terre, il met beaucoup plus de temps à doubler le soleil. C'est comme si sur l'autoroute, vous doublez une voiture qui roule, vous mettez un peu de temps à le doubler. Alors que quand vous croisez une voiture qui arrive en face, ça va beaucoup plus vite. Donc quand Vénus est en train de courir après le soleil, ce temps-là, ce cycle-là, prend très longtemps. Mais quand après, il revient, le soleil va dans un sens, lui, il va dans l'autre, là, ce cycle-là dure beaucoup moins longtemps. Donc, pour aller d'un côté du soleil à l'autre, il va mettre un certain nombre de jours. Et puis, pour revenir à son point de départ, il va mettre un temps beaucoup plus long. Et ce qu'il faut savoir, ce que je vais vous dire maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas connu, mais qui est tout à fait vérifiable. Le temps qu'il va mettre pour aller de l'étoile après le coucher du soleil, donc quand on le voit le soir, le temps qu'il va mettre pour aller de l'autre côté de la Lune et aller à son élongation en tant qu'étoile du matin, la durée de ça va être 141 jours. Mais pour revenir à son point de départ, où il court ensuite après le soleil,
pour doubler le Soleil et l'aller de l'autre côté, là, il va mettre le temps restant 443 jours. Donc, 443 plus 141, ça fait 584. C'est l'ensemble de son cycle. Donc, 141 pour aller du soir jusqu'au matin et 443 pour aller du matin jusqu'au soir. Alors, il y a un phénomène par rapport à Vénus qu'il faut savoir, c'est que Vénus est la planète la plus parfaite sur le plan de la sphéricité. C'est-à-dire que dans le système solaire, toutes les planètes sont un peu écrasées. Vénus est bien plus ronde. Et son orbite, en plus, l'orbite de Vénus, est presque parfaitement circulaire. Alors que les orbites des autres planètes sont plus elliptiques. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que si vous prenez le nombre 443 et vous le divisez par l'autre nombre qui est 141, vous obtenez 3,1418. Le nombre pi, qui est le symbole du cercle. Personne ne le sait, ça. Mais tout le monde peut le vérifier. Je voudrais vous parler aussi donc, de l'année terrestre. On a parlé de 365 jours, et puis il y a ce cycle de l'année, 365,2422 jours. Donc, un nombre compliqué, on met des années bissextiles, puis après on modifie avec le calendrier grégorien, on a en place un système qui va rester précis pendant environ 33 000 ans, mais il faudra quand même le réadapter à un moment donné, parce qu'on n'a pas un nombre exact de jours, alors qu'on a 7 jours dans la semaine, 52 semaines dans l'année, et donc il faut sans cesse réadapter. Et donc ce nombre 365,2422 pourrait sembler complètement au hasard, comme ça. Un truc qui vient de nulle part, voilà. Qu'est-ce que vous voyez de l'harmonie dans le cosmos, mais regardez le nombre de jours qu'il y a dans l'année, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Alors je vous inviterai à faire le calcul suivant. Je vous invite à prendre les 4 nombres premiers, les 4 premiers nombres premiers, en dehors de 1 et 2. Parce qu'on peut considérer que 1 et 2 sont des nombres un peu à part. Donc on prend 3, 5, 7 et 11. Ça, c'est les 4 premiers nombres premiers. On les multiplie ensemble. Donc 3 fois 5 fois 7 fois 11. Ça va donner le résultat 1155. Maintenant, diviser ce résultat, alors là, ça va être un peu plus compliqué, mais divisez-le par la racine carrée de 10. Ceux qui connaissent mon travail savent que la racine carrée de 10 a une très grande importance, puisque c'est la diagonale d'un triple carré, et que j'ai montré comment le triple carré a été utilisé dans l'ancienne architecture, partout, dans l'architecture sacrée, et notamment, par exemple, dans le temple de Salomon. Et donc, ce racine carrée de 10 est un nombre qui avait une grande importance. On le sait que le mathématicien poète Aryabhati, un hindou du IVe siècle, il connaissait le nombre pi jusqu'à 4 places de décimale, puisqu'il donne la définition 3,1416, mais il dit préférer utiliser la racine carrée de 10 comme approximation de pi. Eh bien, la racine carrée de 10 vaut 3,16 et quelques. Donc c'est un peu plus grand que 3,1416. Mais si vous prenez
les 4 nombres premiers. 3 fois 7 fois 3 fois 5 fois 7 fois 11. Et vous divisez par la racine carrée de 10, vous obtenez 365,243. Et donc ce nombre qui semble sortir de nulle part, eh bien finalement, on l'obtient avec les 4 nombres premiers. Mais les anciens n'aimaient pas trop la racine carrée de 10, ils n'aimaient pas trop ces nombres irrationnels, et ils préféraient les fractions qui étaient les approximations de la racine carrée de 10. Alors j'ai montré comment les bâtisseurs de mégalithes ont inscrit un système où ils montrent ça en mettant des mesures en nombre entier comme ça sur un triple carré et où ils mettent un équivalent de 37 unités sur un côté du triple carré, ce qui donne 111, 3 fois 37, c'est 111. Donc le triple carré fait 37 sur 111. Et la diagonale, du coup, est très très proche de 117. C'est 117,0042 jours. C'est quasiment exact. Donc on a presque ce qu'on appelle un triangle de Pythagore qui fait 37, 111, 117 sur la diagonale. Voilà. Donc c'est des nombres quasiment entiers. Et donc cette approximation 117 divisé par 37, c'est une très forte approximation de la racine carrée de 10. Eh bien, si vous prenez les 4 nombres premiers, 3 fois 5 fois 7 fois 11, et cette fois-ci, au lieu de diviser par la racine carrée de 10 sur votre calculette, vous divisez par 117 divisé par 37, là, vous allez obtenir 366,256. Ça, c'est le nombre exact de révolution de la Terre en une année. 366,246. C'est le nombre exact. Donc ces rapports entre les nombres simples et nos cycles astronomiques existent, mais il faut s'ouvrir à la façon de penser des anciens. Pour finir, pour le moment en tout cas, ce sujet des cycles astronomiques, je voudrais parler d'un phénomène qui s'appelle les résonances orbitales. Donc je vous invite d'aller lire sur Wikipédia, résonance orbitale. Donc c'est un phénomène non expliqué. Il n'y a pas d'explication scientifique de ce phénomène. C'est un phénomène où les orbites de certains astres sont reliées entre eux par des nombres entiers. Donc l'exemple qui est souvent donné sont des lunes de Jupiter. Io, c'est qui? Io, Europe et Ganymède. Et donc ces lunes, leur durée d'orbite sont en relation de nombres entiers. Donc si l'orbite de Io, on dit qu'il vaut 1, mais l'orbite d'Europe vaut 2 et Ganymède 4. 1, 2, 4. Pas approximativement, parfaitement. C'est ce qu'on appelle, on a donné un nom, la résonance orbitale. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet à ce que les 3 lunes soient jamais alignées du même côté. Ça évite un déséquilibre dans le système. Si Jupiter avait ses
ces 3 lunes alignées d'un même côté, eh ben, ça ferait un alignement qui pourrait déséquilibrer son système. Eh ben, ce système de résonance orbitale empêche ça. Mais il y a d'autres exemples. Un autre exemple qui est vraiment très frappant, c'est Neptune et Pluton. Donc, Pluton, qui était une planète, qui n'est plus une planète, mais bon, ça c'est juste le classement. Hein. Il existe pareil. Eh bien, le rapport de l'orbite de Pluton et Neptune, c'est un rapport de 2 à 3. Quand Pluton va faire 2 tours du Soleil, Neptune en fait 3. Exactement. Ce n'est pas approximatif, c'est un rapport exact. Il y a un certain nombre de phénomènes comme ça. Je vous invite à regarder le chapitre résonance orbitale dans Wikipédia, parce qu'il vous donne toute une liste avec des rapports entre les différentes orbites planétaires. Et ce sont des faits qui ne sont pas du tout intégrés dans notre compréhension du monde dans lequel nous vivons. Nous avons là un exemple comme quoi il y a une sorte d'ordre, il y a des lois qui font que des déséquilibres n'ont pas lieu, que des harmonies se déroulent. C'est pensé, c'est structuré, c'est implanté. Et on ne parle pas trop de ça, quoi. Il y a un autre phénomène, ça s'appelle la résonance spin-orbite. Je vais vous parler de ça pour finir. Ça, ce n'est pas la relation des orbites de différents corps célestes qui se fait par nombre entier, c'est le rapport entre le temps de rotation d'une sphère céleste et le temps de son orbite. Le temps qu'il met à tourner autour de son noyau et le temps qu'il met à tourner sur lui-même. Le fait très connu, c'est la Lune, où la Lune va tourner sur son axe dans exactement le même temps qu'elle va tourner autour de la Terre. Et c'est pour ça qu'on voit toujours la même face. On voit toujours la même face de la Lune, parce que pendant qu'elle tourne autour, elle tourne comme ça. Voilà. Si elle ne tournait pas ou à une vitesse différente, on verrait l'autre côté. Mais dans la mesure où elle tourne sur son axe exactement en même temps qu'elle tourne, on voit toujours la même face. Il y a une face qu'on ne voit pas. Voilà. Donc ça, c'est un rapport, une résonance spin-orbite de 1 à 1. C'est le même temps exact de rotation. Mais par exemple, il y a Mercure, qui lui a une rotation, il a une relation de, alors, je prends mes lunettes, de 2 sur 3. Donc le temps qui tourne sur son axe, 50 et quelques jours, sa rotation, et son orbite, 88, je crois, ou 86. Donc c'est 3 rotations pour 2 orbites. Mercure, c'est ça. Donc, c'est le nombre entier qui apparaissent. Il y a un qui n'est pas connu du tout, et pareil, je vais vous le donner ce soir, c'est très particulier, c'est Jupiter. Jupiter est un vrai phénomène, puisque Jupiter est une planète gigantesque. Là, j'ai parlé des 4 lunes majeures, j'en ai parlé de 3, des lunes majeures de Jupiter. Aujourd'hui, on lui compte plus de 80, je crois. Donc, il devient un système en lui-même, comme le système solaire. Et il est gigantesque. Et la lune la plus grosse de Jupiter, son diamètre est 1/1000 du diamètre de Jupiter. Donc, bien qu'il y ait beaucoup de lunes, ces lunes sont tout petites par rapport à la taille de Jupiter. Tout comme le Soleil par rapport aux planètes. Le Soleil représente plus de 99% de la masse du système solaire. Voilà. Donc les planètes, c'est rien, quoi. Par rapport, on est des électrons. Voilà.
Et ben donc Jupiter, malgré sa taille gigantesque, tourne très vite. Jupiter tourne sur lui-même en moins d'une demi-journée. Donc il tourne plus de 2 fois plus vite que la Terre, bien qu'il soit beaucoup plus grand. Eh ben, il tourne beaucoup plus vite, plus que 2 fois plus vite. 0,44 jours, quelque chose comme ça, pour faire son tour. Par contre, pour faire le tour du Soleil, Jupiter met du temps, puisqu'il est loin. Et donc, pour faire le tour du Soleil, Jupiter va mettre un certain nombre de jours que je n'ai pas noté. C'est 12 ans environ, un peu moins de 12 ans. Et ça, on a déjà parlé de ce cycle de Jupiter, moi ou David Crowhurst a parlé de ce cycle dans d'autres conférences, et l'importance de Jupiter par rapport au zodiaque, etc. C'est un peu moins de 12 ans. Donc en nombre de jours, ça en fait quand même beaucoup. Donc le rapport entre son orbite et sa rotation donne un nombre très élevé, puisqu'il tourne très vite et il va lentement autour. Et donc le rapport, c'est 1 à 10 485,76. Donc ça, c'est le rapport exact pendant qu'il fait un tour du Soleil, il fait 10 485,76 tours sur lui-même. Alors, ce chiffre-là vous dit rien comme ça. Mais au fait, ce chiffre, c'est 2 puissance 20 divisé par 100. 2 puissance 20, c'est 1,048576. Donc, ces chiffres existent, ces nombres existent, ces rapports existent dans le cosmos, mais il faut les chercher. Et comme j'ai dit au début, c'était une activité principale dans beaucoup d'anciennes civilisations. Bonsoir.